Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Je suis vraiment ravi d'ouvrir ce dossier aujourd'hui parce qu'on va parler d'un truc qui remet un peu tout en perspective. Salut. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est un sujet qui bouscule pas mal d'idées reçues. Carrément. Alors, pour planter le décor tout de suite, on a une donnée scientifique et elle mérite d'être posée d'entrée de jeu. 60% de l'eau douce de surface, elle s'écoule pas dans des rivières géantes ou dans des lacs de montagne. Non, c'est ça. En fait, elle est littéralement invisible pour nous. C'est fou, 60%. Elle est juste là, sous nos pieds, stockée dans l'épaisseur même de la Terre. Et quand j'ai lu ça dans nos sources, ça m'a fait penser à une sorte d'analogie, tu vois. Ah oui, laquelle? C'est un peu comme si l'humanité avait hérité d'un super ordinateur ultra sophistiqué. Mais vraiment la machine parfaite, quoi. D'accord, je vois l'idée. Et au lieu de l'utiliser correctement, pendant des décennies, on a démonté ce système pièce par pièce. On a arraché des câbles, on a remplacé des circuits en or par du plastique super bon marché. Ouais, on a bricolé le truc sans rien comprendre. Exactement. Et aujourd'hui, la machine commence à surchauffer, il y a des voyants rouges partout, avec des sécheresses, des inondations à répétition, et le constat, il est rude, on a jeté le manuel d'instruction il y a super longtemps. C'est une super image. Et le pire, c'est que la réaction immédiate face à ces pannes, ça a souvent été de réparer cette machine organique avec des solutions purement mécaniques. Du genre des gros tuyaux, des digues, du béton partout. Voilà, exactement. Mais heureusement, l'exploration d'aujourd'hui, elle s'appuie sur une documentation vraiment riche qui vient du salon Cyclo. Ouais, une sacrée table ronde d'ailleurs. Tout à fait. C'est un panel avec des chercheurs, des agronomes, des gestionnaires de rivières. Et tous ces experts pointent vers un changement de paradigme radical, ce qu'ils appellent les solutions fondées sur la nature. Les SFN, comme on dit dans le jargon. Donc l'idée, c'est plus du tout de contraindre l'environnement. Non, c'est l'inverse. C'est de comprendre comment ces écosystèmes, quand on les préserve ou qu'on les restaure, agissent comme de véritables technologies de pointe. Pour stocker et filtrer l'eau, ouais. C'est ça. Ralentir l'eau, la purifier, c'est ultra performant. Du coup, la mission de notre analyse aujourd'hui, elle est double. D'un côté, on va essayer de dépasser ce mythe de la petite flaque d'eau inutile pour découvrir une vraie ingénierie naturelle. Et de l'autre côté, et c'est peut-être le plus gros morceau, il va falloir comprendre pourquoi mettre en place ces solutions sur le terrain, c'est un enfer humain et administratif. Ouais, le fameux casse-tête. Alors, vu que la majorité de l'eau douce est dans la terre, la première étape logique, c'est de regarder ce qui recouvre cette terre. Surtout en France, où la surface agricole est absolument massive. Exactement. Et nos documents mettent en lumière un truc super intéressant. Une approche qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est passionnant ça. Le but assumé, c'est vraiment de transformer des champs qui sont parfois devenus durs comme de l'asphalte en de gigantesques éponges. Mais concrètement, comment on transforme du béton-terre en éponge? Parce que c'est pas magique. Non, c'est pas magique du tout. C'est une ingénierie agronomique super précise. Et elle repose sur 3 piliers qui sont, selon les experts, non négociables. D'accord, c'est quoi le premier? Le premier, c'est l'arrêt du labour. On arrête complètement de retourner la terre. Ah oui, fini la charrue qui retourne tout sur 30 centimètres. Voilà. Parce que retourner la terre en profondeur, en fait, ça détruit les réseaux mycéliens. Les champignons, c'est ça? Ouais, ces espèces d'immenses toiles d'araignées souterraines de champignons. Et en plus, le labour expose les micro-organismes au soleil, ce qui les tue. Ok, donc premier pilier, on touche plus au sol. Le deuxième, Le deuxième, c'est la couverture permanente. Le sol n'est jamais, au grand jamais, laissé à nu. genre entre deux récoltes principales. Exactement. Entre une récolte de blé et un semis de maïs, par exemple, on va planter ce qu'on appelle des cultures intermédiaires. Et ça sert à quoi, vu qu'on va pas les récolter pour les vendre? Leurs racines vont agir comme des fers à béton. Ça structure la terre, ça évite que le sol s'effondre sur lui-même. D'accord, l'image du fer à béton est super parlante. Et le troisième pilier? C'est la rotation longue des cultures. Ça permet de casser le cycle des ravageurs. Et sur le plan mécanique, ces 3 actions combinées créent une porosité incroyable. Les études de nos sources parlent d'une augmentation de 5 à 10% de la capacité de rétention d'eau. Ça a l'air de rien comme ça, 5%. C'est vrai, sur le papier, ça semble modeste. Mais si on applique ça à l'échelle des millions d'hectares agricoles en France, ce petit pourcentage, ça se traduit par des milliards de mètres cubes d'eau. De l'eau qui s'infiltre doucement vers les nappes phréatiques. Ouais. Au lieu de juste ruisseler en surface, d'arracher la terre fertile et de finir en coulée de boue dans le village d'en bas au premier orage. C'est exactement ça le but de l'éponge.
Par contre, il y a un point dans la documentation qui m'a fait l'effet d'un électrochoc. Parce qu'on a cette méthode qui a l'air super naturelle. Mais pour éviter de labourer, les agriculteurs doivent quand même détruire cette fameuse culture de couverture avant de semer. Ouais, il faut bien faire de la place pour la nouvelle graine. Et c'est là que le paradoxe arrive. Pour y arriver aujourd'hui, beaucoup se retrouvent obligés d'utiliser des herbicides de synthèse, genre du glyphosate. C'est le grand point de friction, en effet. Mais l'ironie est dingue. On demande d'utiliser de la chimie lourde pour sauver la biologie du sol. C'est un peu, je sais pas, c'est comme colmater une fuite sur un tuyau bio avec du gros ruban adhésif toxique en attendant qu'on invente mieux. La comparaison est dure, mais elle illustre vraiment bien la tension actuelle. Mais il faut comprendre la contrainte mécanique derrière ça. C'est vraiment pas un choix de facilité pour les agriculteurs. Tu veux dire qu'ils n'ont pas d'autres alternatives efficaces? C'est ça. Sans labourer pour enfouir les mauvaises herbes, l'agriculteur doit utiliser un outil qui s'appelle le rouleau Faca. Le rouleau Faca, c'est quoi exactement? C'est un gros cylindre très lourd avec des lames dessus. Le tracteur le passe sur le champ et ça vient écraser et pincer les tiges de la culture intermédiaire pour la tuer. D'accord, donc ça fait un tapis végétal mort qui protège le sol. Voilà, un paillage naturel. Sauf que ce processus mécanique, il est rarement parfait à 100%. Ah, donc il y a des plantes qui survivent. Exactement. Et si la destruction n'est pas totale, ces plantes survivantes vont entrer en compétition féroce avec la nouvelle graine qu'on vient de semer. Elles vont pomper toute l'eau et la lumière. Et donc c'est là qu'ils sortent le pulvérisateur chimique. Oui, parce qu'aujourd'hui, réussir un désherbage total sans retourner la terre et sans aucun produit chimique sur des très grandes surfaces, c'est une vraie impasse technique. Donc on est vraiment dans une phase de transition inconfortable? Totalement. La recherche agronomique essaie d'ailleurs de croiser ces techniques avec celles du bio. Parce que le bio refuse la chimie, mais du coup ils font comment pour les mauvaises herbes? Et ils recourent encore souvent au labour, malheureusement. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est complexe. Et le défi, il s'arrête même pas à la chimie. Les chercheurs de Cyclo soulignent que cette transition, c'est un véritable gouffre financier au départ. Ah oui, le matériel coûte une fortune. C'est ça. Semer dans un sol qui n'a pas été assoupli par une charrue, ça demande des machines de très haute technologie, des semoirs de précision. Avec des disques capables de trancher le fameux tapis végétal dont on parlait. Ouais, des disques qui tranchent, qui ouvrent un sillon millimétrique, déposent la graine à la profondeur exacte et referment le tout en un seul passage. Et ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc on fait reposer tout le poids de cette transition sur les épaules des exploitants. Exactement. On leur demande de réapprendre leur métier, de s'endetter, tout ça pour restaurer un cycle de l'eau dont c'est toute la société qui va tirer les bénéfices. C'est clair qu'il y a un enjeu d'accompagnement financier majeur, mais les résultats plaident vraiment pour cet effort. Si on prend les données de la fameuse sécheresse de 2022, elles sont sans appel. Ouais, l'année où tout a cramé. Voilà. Eh bien, les parcelles en agriculture de conservation, grâce à leur porosité et au paillage qui limitait l'évaporation, elles ont gardé une humidité vitale beaucoup plus longtemps que les terres labourées classiques. Donc l'éponge fonctionne. Elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, parler de porosité naturelle, ça nous offre une super transition vers le deuxième gros dossier de nos sources. Les éponges originelles. C'est ça. Si l'agriculteur galère à recréer une éponge, il faut vraiment regarder les éponges parfaites que la nature a déjà créées, les zones humides. Les fameuses zones humides. Alors là, on parle de milieux qui ont subi un massacre totalement invisible. Les stades du Salon sont terrifiantes. La moitié a disparu en 30 ans, c'est ça? Ouais, à cause du remembrement agricole et de l'étalement urbain. Pour que les gens visualisent, ça veut dire qu'on a rayé de la carte l'équivalent de la métropole de Lyon, chaque année, pendant 40 ans. C'est vertigineux comme surface. Et je pense qu'il y a souvent une grosse confusion sur ce que vraiment est une zone humide. Bah oui, les gens imaginent un lac avec des roseaux et des canards, quoi. Exactement. Alors que dans beaucoup de cas, l'eau, elle affleure même pas à la surface. Le terme englobe une vraie diversité géologique. Comme les tourbières, par exemple. Les tourbières, c'est l'exemple parfait. Elles ne couvrent que 3% des terres émergées du monde, mais, attention, elles emprisonnent 10 à 20 fois plus de carbone au mètre carré qu'une forêt dense. 20 fois plus qu'une forêt eau. C'est dingue. Ouais. L'eau est juste en dessous de la surface, elle sature la terre. Mais ce qui fait qu'une zone humide fonctionne, c'est pas juste que c'est un stock d'eau, c'est sa dynamique hydrologique. C'est-à-dire, Ça bouge. voilà, c'est un environnement qui respire. L'eau monte pendant les crues. Elle sature le sol, puis elle se retire. Ce mouvement de va-et-vient génère des propriétés presque magiques. D'ailleurs, le terme magique n'est pas galvaudé quand on lit l'étude sur les rives de la Garonne dans notre dossier. Celle avec les capteurs piézométriques. Et quelques mètres plus loin, les capteurs enregistrent une eau dont la qualité s'est spectaculairement améliorée.
Et beaucoup de gens pensent que c'est juste de la dilution, comme si on versait un verre d'eau sale dans un grand bain d'eau propre. C'est ce que je pensais aussi, honnêtement. Mais la dilution, c'est une toute petite fraction du processus. Le vrai truc, c'est une auto-épuration biologique d'une précision folle. Ok, comment ça marche alors? C'est les plantes qui filtrent? Même pas. En fait, les pesticides sont construits autour de chaînes de carbone. Quand le niveau de l'eau monte dans la zone humide, ça chasse l'oxygène du sol. Ça crée un milieu sans oxygène, anoxique. D'accord. Et quand l'eau redescend, l'oxygène revient. Et ce bouton on-off de l'oxygène, ça réveille tour à tour différentes familles de bactéries extrémophiles. Des bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes. C'est ça. Ces milliards de micro-organismes sont affamés et ils vont littéralement attaquer les chaînes carbonées des polluants pour les manger. Ils mangent les pesticides? Ils les dégradent jusqu'à les neutraliser complètement. C'est un vrai réacteur biochimique à ciel ouvert. C'est fascinant. Mais du coup, ça met aussi en lumière la stupidité, ou en tout cas la dangerosité, de nos alternatives artificielles. Tu sais, les retenues collinaires. Ah oui, les fameux bassins artificiels avec les bâches plastiques. Voilà, on creuse un trou, on met du plastique au fond pour retenir l'eau. Certes, ça empêche les pesticides d'aller direct dans la rivière, mais c'est stérile. Totalement stérile. Il n'y a pas de fluctuation d'oxygène, pas de bactéries, donc aucune dégradation. Et les experts appellent carrément ces lacs artificiels des bombes à retardement. Ben, c'est logique. Faute de bactéries pour les digérer, les toxines s'accumulent au fond de la bassine en plastique année après année. Et le jour où on a une énorme crue qui fait déborder le truc, qu'on essaie de draguer la vase, bam, tout ce cocktail hyper concentré part d'un coup dans la rivière en aval. C'est l'erreur conceptuelle de base. Penser qu'on gère l'eau juste en l'enfermant dans une boîte étanche. Et à ce propos, il y a une anecdote incroyable dans le colloque sur le lac Poyang en Chine. Ah oui, après la construction du barrage des Trois Gorges. Ouais. Le niveau du lac chutait à cause du barrage. Et l'ingénierie classique a répondu avec la force brute. Ils ont voulu construire une gigantesque porte, une sorte de Watergate, pour boucher la sortie du lac. Parce qu'ils pensaient que le lac était juste une bassine imperméable. C'est ça. Mais ça a été un échec total. L'eau a continué de disparaître, mais par le fond. La nappe phréatique en dessous s'était vidée aussi, donc elle aspirait l'eau du lac par en dessous. Tout est interconnecté en profondeur, c'est la base. Donc bétonner une retenue d'eau, c'est juste fabriquer un coffre-fort toxique, alors que la nature a les clés de l'arrière-boutique, quoi. C'est une super métaphore. Et du coup, la conclusion rationnelle, ce serait de se dire, on restaure immédiatement toutes les zones humides qu'on a asséchées, Bah oui, c'est la suite logique. On rebouche les fossés de drainage et on ramène l'eau. sauf que l'écologie, c'est contre-intuitif. Restaurer un écosystème, ça prend du temps. Et au début, les chiffres peuvent faire vraiment peur. Ah, tu parles de ce fameux effet roue de carbone. J'adore cette expression, l'effet roue. C'est très imagé, mais c'est exactement ça. En fait, quand on réhumidifie une tourbière asséchée, on se dit qu'on crée un poumon vert tout de suite. Mais pas du tout. C'est même l'inverse les premières années, non? Pendant 4 à 5 ans, la zone va émettre des quantités astronomiques de dioxyde de carbone. Et pire, du N2O. Le protoxyde d'azote, le document disait que c'est 300 fois plus réchauffant que le CO2, c'est bien ça? C'est ça, et ça s'explique très bien par la chimie. Quand la zone était drainée pendant des décennies, toute la matière organique morte s'est accumulée dans la terre, sans pourrir. C'était comme dans un congélateur. D'accord, l'eau était coupée, donc la décomposition était en pause. Voilà. Et le jour où on ramène l'eau, paf, on débranche le congélateur, la machine biologique redémarre brutalement, les bactéries se multiplient et dévorent cette matière organique. Et ça fait exploser les compteurs de gaz à effet de serre. Exactement. Il faut attendre environ 5 ans pour que cette phase de digestion agressive se calme et que la tourbière redevienne le puits de carbone ultra performant qu'elle devrait être. Ça me fait vraiment penser à un investissement boursier, cette histoire. Comment ça? Tu sais, c'est comme acheter une action en sachant qu'elle va plonger sévèrement pendant 5 ans avant de te rendre riche. Faut avoir les nerfs solides. Ouais, il faut accepter la chute à court terme pour un bénéfice vital à long terme, mais politiquement, comment tu vends ça? Va expliquer à un maire ou à un agriculteur qu'il va faire exploser son bilan carbone sous son mandat pour que son successeur récolte les lauriers dans 10 ans. C'est le nœud du problème. Et pour les agriculteurs, il y a aussi la peur historique de l'eau. Historiquement, on a drainé pour que les gros tracteurs ne s'embourbent pas et pour éviter les maladies des vaches. Oui, on a fait exprès de vider ces terres. Mais le truc intéressant dans nos sources, c'est que la mentalité est en train de changer. Pas grâce à des beaux discours, mais à cause de la panique climatique. L'électrochoc de 2022, encore une fois. Carrément. Les fameux capteurs piézométriques ont donné des preuves irréfutables aux éleveurs. Au pire de la sécheresse, quand tout était cramé partout. Les derniers îlots verts où il restait de l'herbe pour les vaches, c'était sur ces anciennes zones humides. L'assurance sécheresse absolue, quoi.
Les données l'ont prouvé noir sur blanc. Et inversement, là où ils avaient trop drainé, les tourbières se sont retrouvées à l'air libre et à la chaleur. Et la tourbeuse, c'est du carbone presque pur. Voilà, elle s'est oxydée, elle a littéralement fondu à l'air libre. Donc ces capteurs ont transformé une vieille peur de la boue en une question de survie économique pour l'exploitation. Et cette réalité de terrain, elle nous amène au dernier gros volet de notre discussion. Le mur titanesque. La bureaucratie de l'eau. Oh mon Dieu, oui. Parce que la science est au point. On a les capteurs, on a les concepts. Mais passer à l'action à grande échelle, c'est plus de l'ingénierie. C'est un enfer administratif et humain. Et l'exemple parfait, dans les actes du colloque, c'est l'histoire du lac vert. Ah oui, en amont de Lourdes. Alors ça, c'est un cas d'école. À la base, c'était une gravière. Ensuite, ils en ont fait un énorme parc de loisirs aquatiques. Avec des piscines en béton armé, des toboggans de partout. Et surtout des enrochements massifs, des vrais murs de pierre pour bloquer la rivière et protéger les touristes. Ils ont mis le cours d'eau sous camisole de force. Jusqu'à ce que la rivière décide de reprendre ses droits en 2013. La crue du siècle, la force de l'eau a tout pulvérisé. Le béton, les enrochements, les machineries, tout a été balayé. Et vu les coûts de reconstruction, c'était impossible de refaire le parc. C'est là que la Fondation des pêcheurs est intervenue et a racheté le site, non? Ouais. Mais ils n'ont pas juste planté 3 saules pleureurs, hein. Ils ont fait de la déconstruction lourde. Ils ont cassé et retiré 5000 mètres carrés de béton. Impressionnant. Et ils ont rasé les digues pour recréer une zone d'expansion de crue? Exactement. Le message était simple, on redonne à la rivière le droit de déborder sur ses terres. Elle peut à nouveau divaguer. Et la nature a repris ses droits presque instantanément. Le résultat écologique est génial, mais l'accouchement du projet, lui? Ah bah, des années de tractation. Il a fallu mettre autour de la même table des proprios privés ruinés, des écolos, des maires terrorisés pour leur tourisme et des urbanistes. Et le financement public a dû couvrir 80% du truc. C'est là qu'intervient le concept hyper important d'assurance territoriale. Ce concept-là demande une petite gymnastique intellectuelle pour le comprendre. Comment tu l'expliquerais à toi? Bah, au lac Vert, en retirant les digues en amont, on ralentit l'eau, ce qui protège la ville de Lourdes en aval. Mais si on fait ça sur un champ agricole, ça veut dire qu'on inonde volontairement le champ d'un gars en amont, on sacrifie sa récolte juste pour sauver le centre-ville plus bas. C'est exactement ça. Et la question qui bloque tout, c'est qui paye la récolte perdue de l'agriculteur? Bah oui, pourquoi il accepterait de se sacrifier? C'est pour ça qu'il faut créer une vraie solidarité de bassin versant. Ceux qui sont protégés en aval doivent indemniser financièrement celui qui accepte l'eau en amont. Et pour que ce soit pas juste des belles promesses, il faut que ce soit gravé dans la loi, dans les documents d'urbanisme, les fameux SCOT et PLUI. Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux. C'est lourd, mais c'est vital. Ces acronymes sont indigestes, mais c'est l'outil légal. Si une ville en aval veut construire un nouveau lotissement, le SCOT peut la forcer à payer pour protéger la zone humide du village voisin en amont. Ça force les élus à arrêter de juste monter des digues chez eux, ce qui renvoie le problème de l'eau chez le voisin. C'est une vraie approche systémique. Et ça résume bien toute notre analyse d'aujourd'hui au fond. Qu'on parle du rouleau FACA, des bactéries qui mangent les pesticides ou des galères d'urbanisme, tout tourne autour de la dynamique. Oui, on ne gère plus l'eau avec la force brute et du béton. Voilà. Il faut accepter la porosité, laisser l'eau bouger et respecter le temps biologique, même si ça fait un retard de carbone de 5 ans. Et il faut concevoir des solidarités financières pour aider ceux qui transforment le paysage. C'est ce qui m'amène à ma réflexion finale, j'y pensais en lisant les sources. Si un champ spongieux ou une tourbière arrive à stopper les inondations et à purifier l'eau mieux qu'une usine en béton à 10 millions d'euros, Oui. est-ce qu'on ne devrait pas classer ces milieux naturels comme nos infrastructures publiques les plus précieuses? Ah, tu veux dire les rémunérer? Carrément. Imagine qu'une partie de nos factures d'eau municipale servent directement à salarier ces écosystèmes. Enfin, à payer les agriculteurs et les gestionnaires qui entretiennent ces éponges vitales pour la communauté. La nature comme employé municipal du mois, en fait. C'est ça, le service public rendu par un marais. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'avenir de nos territoires. Tout à fait. En tout cas, c'était une exploration fascinante. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources. À bientôt, Evelyne.